D'accord. Donc, c'est vraiment avec un réel plaisir que je partage avec vous cet après-midi la problématique du diagnostic précoce des cancers de l'enfant. Et comme nous l'avons dit, lorsque nous parlons de... Excusez-moi, voilà. Donc, ce que nous pouvons dire en introduction, c'est que lorsqu'il est question de cancer, nous savons tous que le cancer, c'est la maladie de la cellule. Et donc, il s'agit donc d'une cellule qui, à un moment donné, sous l'influence d'un certain nombre de facteurs, donc des facteurs qui peuvent être intrinsèques ou des facteurs qui peuvent être intrinsèques, ces facteurs-là vont entraîner une transformation de la cellule qui va malheureusement se mettre à proliférer de façon anormale. Et cette prolifération donc anormale et excessive va aboutir tout simplement à la formation d'une masse. Et donc, c'est la naissance de la tumeur donc dite maligne. Malheureusement, ces cellules cancéreuses ont cette tendance-là. Donc, le caractère malin, c'est ça. Donc, ils ont une tendance à envahir les tissus voisins et ils vont même se détacher de la tumeur d'origine pour migrer à travers donc les vaisseaux sanguins ou les vaisseaux lymphatiques et former de nouvelles colonies appelées donc métastases. Alors, le contexte ici, c'est que quand on parle de cancer chez l'enfant, on parle surtout de cancer de moins de 15 ans, je l'ai dit un peu en introduction, mais aujourd'hui, on inclut aussi le cancer des adolescents. Donc, c'est cancer des enfants et des adolescents, donc de 0 jusqu'à 18 ans. Alors, si le cancer de l'enfant, c'est pratiquement 1% de l'ensemble des cancers de l'homme, il faut croire que l'incidence annuelle est en nette progression. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est en moyenne 13 cas pour 100 000 enfants de moins de 15 ans à travers le monde, soit à peu près 400 000 nouveaux cas de cancer chez l'enfant. Et dans la zone francophone de l'Afrique, donc pour les statistiques, il faut dire qu'en Afrique, les statistiques sont un peu plus difficiles à avoir, mais grâce au réseau établi, en Afrique francophone, on a pu estimer que chaque année, c'est 15 à 20 000 nouveaux cas de cancer chez les moins de 15 ans. Ça, ce sont les cas de cancer attendus. Alors, 40% de ces cancers vont se développer avant l'âge de 4 ans. Et ça, c'est le caractère un peu pédiatrique. Donc, le fait que ces cancers-là se développent avant l'âge de 4 ans montre un peu le caractère embryonnaire de ces cancers. Au niveau de la répartition selon le genre, on se rend compte qu'on a une faible prédominance masculine. Donc, dans la plupart des études européennes, on retrouve donc un rapport de 1,2 sur 1. Dans les enquêtes qui ont été faites en Afrique subsaharienne, donc dans la plupart de nos pays africains, au sud du Sahara, on a une nette prédominance masculine. Mais nous pensons que c'est plutôt un biais de recrutement parce que, en réalité, le cancer concerne le jeune garçon comme la jeune fille, sans différence, et que certainement on a des biais de recrutement qui peuvent s'expliquer par le fait que certainement ces garçons-là sont amenés plus facilement en consultation que les petites filles. On a aussi une influence de la race qui est démontrée parce qu'on s'est rendu compte que la même manière que dans les pays africains, donc dans le pays, donc je vais dire au sud du Sahara, donc au niveau de l'Afrique noire, on a certains types de cancers qu'on rencontre préférentiellement donc chez les enfants de race noire. Et ces mêmes types de cancers sont également rencontrés chez les Noirs américains. Donc, cela démontre un peu donc l'influence de la race. On en reviendra un peu plus tard lorsqu'on abordera certains types de cancers. Et il y a également des petites variations selon la géographie. Mais le message est que le cancer de l'enfant, les cancers de l'enfant, j'allais dire les cancers parce que chez l'enfant, il y a plusieurs types de cancers. Donc, les cancers de l'enfance ne sont pas véritablement différents. Ces mêmes cancers sont rencontrés en Occident comme en Afrique, mais c'est la répartition qui peut varier. Alors ici, nous donnons un peu un exemple pour étayer un peu ce que nous venons de dire. Quand on prend l'exemple de la France, vous allez voir qu'on retrouve, ici nous avons une série donc française, et à cette série française-là,
nous l'avons comparé un peu à nos propres chiffres ici en Côte d'Ivoire. Alors, vous remarquez bien qu'on retrouve les mêmes types de cancers en France que dans nos pays africains. Donc, on a pris un exemple de pays qui est la Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes types de cancers. Alors, la différence ici va donc se faire au niveau de la fréquence de certains cancers. Alors, en Europe, par exemple, disons en France, les leucémies aiguës viennent en tête des cancers de l'enfant. Alors, ces mêmes leucémies sont retrouvées ici dans nos pays, mais elles occupent peut-être la 3e ou la 4e place. Donc là où on avait 30% en Europe, ici on a 4%. Les tumeurs cérébrales qui viennent en 2e position en Europe, donc en France, sont pratiquement en dernière position dans notre série ici. Les lymphomes qui viennent en 3e position sont les premiers cancers qu'on rencontre. Et ils sont de loin les plus fréquents parce qu'ils dominent vraiment la fréquence. C'est pratiquement un cancer sur 2. Ici, dans notre contexte, c'est un lymphome. Après, on voit que les autres tumeurs sont présentes. Donc, le néphroblastome qui vient pratiquement en 5e position, j'allais dire en 6e position, se retrouve en 3e position. Donc, cela pour dire qu'on retrouve les mêmes cancers chez l'enfant un peu partout dans le monde. Ce sont les mêmes types de cancers. Et parfois, donc, selon les hommes, certains cancers seront un peu plus fréquents que d'autres. Cela va montrer peut-être ainsi l'influence de certains facteurs donc environnementaux. Alors, ici, par exemple, on a pris le cas d'Abidjan. On s'est rendu compte que quand on compare les périodes entre 1995 et 2004 et la deuxième période 2005-2015, on s'est rendu compte que pour à peu près le même nombre de cas recensés, on a une évolution dans le temps. C'est-à-dire que avant 2004, on voyait bien la domination en vert, vous avez donc le lymphome de Burkitt, donc qui domine l'ensemble des cancers à lui seul. Pratiquement les 3/4 des cancers sont des lymphomes de Burkitt et les autres tumeurs se partagent juste le quart. Alors, on sent un peu une évolution. Cette évolution montre que le lymphome ici, il reste toujours le cancer le plus fréquent, mais on observe de plus en plus des cancers qu'on n'arrivait pas à bien diagnostiquer. En rouge, c'était le rétinoblastome, qui est un cancer de l'œil, dont la proportion devient de plus en plus importante ici, qui est mieux diagnostiqué. On a en violet les autres types de cancers, donc qui sont restés proportionnellement les mêmes. Mais la proportion ici, les changements interviennent entre les tumeurs du rein, donc en bleu, qui sont de mieux en mieux diagnostiquées, ainsi que les leucémies, qui sont également de plus en plus fréquentes. Donc, cette figure montre tout simplement un petit changement dans le recrutement des cas, qui montre que certains cancers qui n'étaient pas très visibles sont peut-être d'aujourd'hui de mieux en mieux diagnostiqués et deviennent de plus en plus visibles. Et donc, il faudrait en tenir compte dans l'épidémiologie et nous reviendrons un peu là-dessus. Alors, la question serait de savoir finalement qu'est-ce qui favorise le cancer chez l'enfant. Puisqu'il est connu chez l'adulte, on arrive à faire la part entre les facteurs favorisants, donc entre les sujets qui ont été exposés au tabac, à l'alcoolisme et à d'autres types de facteurs. On fait le lien entre certains facteurs et la survenue des cancers. Alors, chez l'enfant, quelle serait la situation? On distingue globalement 2 grands groupes de facteurs. Il y a les facteurs qui sont dits génétiques et il y a des facteurs qui sont en rapport avec l'environnement, donc les facteurs environnementaux. En ce qui concerne les facteurs dits génétiques, il y a des éléments qui donc vont attirer l'attention sur le caractère génétique. C'est le fait que ce soit des cancers qui surviennent chez les enfants très jeunes. Donc, on l'a vu, hein, souvent c'est des nourrissons entre 0 et 2 ans. C'est parfois l'atteinte bilatérale ou multifocale. Donc, le cancer peut toucher plusieurs organes. Et aussi, c'est un organe qui est en double, comme les yeux ou les reins. Donc, l'organe est touché doublement. Et parfois, on a des tumeurs multiples. Donc, on a des tumeurs qui surviennent avec des atteintes multiples. Donc, parfois, qui vont concerner plusieurs organes. Donc, c'est ce caractère-là qui va nous renseigner un peu sur l'aspect génétique. Mais il n'y a pas que ces affaires, c'est juste des orientations. On retrouve aussi toujours dans les caractères génétiques le fait que beaucoup de malformations peuvent être associées donc à certains types de cancers.
Alors, en termes de malformation, on retrouve par exemple, il y a des enfants qui naissent avec des anomalies au niveau des yeux. Ils n'ont pas d'iris à la naissance. Et on va voir que chez ces enfants-là, qui présentent donc cette anomalie des yeux, il y en a au moins 11% qui finissent par développer un cancer du rein. C'est pareil pour les enfants qui ont des anomalies du testicule, donc un testicule qui n'est pas perçu, qui est donc resitué. On peut observer chez ces enfants-là le développement plus tard de tumeurs germinales. Donc le risque ici est multiplié par 40 chez ces enfants. On a aussi observé, toujours pour militer en faveur des éléments génétiques, que des jumeaux, l'atteinte d'un jumeau, donc de vrais jumeaux, on va voir que lorsque les jumeaux sont atteints par le même cancer, un qui fait la maladie, l'autre finit par en faire également. Donc ça va militer en faveur donc de l'aspect génétique, donc chromosomique. On retrouve aussi un fameux syndrome qu'on appelle le syndrome de Li-Fraumni. Alors c'est un syndrome qui prédispose au cancer et on va retrouver donc sur plusieurs générations, donc la génération des ascendants, les parents et même des enfants. On va voir que dans chaque génération, on a un type de cancer, pas toujours le même, qui va se développer. C'est par exemple le grand-père qui a fait un cancer des poumons, le père qui fait un cancer de la prostate et l'enfant qui fait une tumeur, donc des muscles, un sarcome des muscles par exemple. Alors, en dehors de ces facteurs génétiques qui vont dominer un peu le développement des cancers de l'enfant, on retrouve aussi l'influence de l'environnement. Il faut dire que concernant les facteurs environnementaux, on va les distinguer en agents physiques d'une part et en agents chimiques d'autre part. Et il y a bien sûr aussi des agents infectieux, donc des germes, des virus ou surtout qui vont également intervenir dans la cancérogénèse pédiatrique. Alors, il y a eu des enquêtes qui ont été faites donc, pour le comité international qui donc fait des recherches un peu sur le cancer, a donc donné une certaine liste d'agents physiques qui sont potentiellement donc cancérigènes chez le sujet, donc chez l'homme et surtout chez l'enfant. Et donc, parmi ces agents physiques, on dénombre tout ce qui est radiation, même les radiations non ionisantes, par exemple, comme les lignes haute tension, sont des cancérigènes possibles. Donc, les populations qui sont autour de ces pylônes à haute tension et qui vivent là de façon permanente, au bout d'un certain temps d'exposition, peuvent développer donc des cancers. Pour ce qui est des radiations ionisantes qui sont bien connues, ce sont des radiations donc beaucoup plus dangereuses qui sont donc données, donc c'est tout ce qui est radiation avec nucléaire. On est conscient de ce qui s'est passé à Fukushima, au Japon, même un peu plus en arrière à Hiroshima, Nagasaki, donc toutes ces radiations ionisantes-là, même Tchernobyl aussi. On a vu que à la suite de ces accidents nucléaires, dans les années qui ont suivi, beaucoup de populations, ces populations ont développé des cancers et parmi eux, il y avait de nombreux enfants également. On a par exemple la conséquence, par exemple, pour les sujets qui sont albinos. Donc, les rayons ultraviolets du soleil peuvent entraîner des cancers cutanés, donc parce qu'ils ont un peu une prédisposition à le faire, ils ne sont pas bien protégés contre ces rayons-là. Donc, voici quelques exemples d'agents physiques qui interviennent dans la cancérogénèse. Toujours parmi les agents physiques, on va retrouver dans nos villes, donc dans la plupart de nos villes africaines, il y a beaucoup de pollution. Donc, la pollution avec les dérivés d'hydrocarbures, comme on peut le voir sur ces images-là. On a parfois des capitales africaines où on laisse les enfants manipuler des hydrocarbures. Donc, les hydrocarbures, l'essence, parfois l'essence de contrebande est vendue dans les coins de rue et on laisse les enfants les manipuler. Et donc, ils sont exposés à leur jeune âge, sachant que leur rapport corporel en eau, leur masse corporelle et tout ça par rapport à l'adulte, donc les rend beaucoup plus sensibles. Et donc, dans ces agents physiques-là, ici, c'est plutôt agents chimiques, excusez-moi, j'ai parlé d'agents physiques, mais c'est plutôt des agents chimiques ici, puisqu'on parle de dérivés d'hydrocarbures, donc dont le benzène, qui est assez toxique. Donc, tout ce qui est hydrocarbures, on va retrouver parfois, les enfants sont dans nos plantations africaines, ils sont
Ils manipulent donc des pesticides. Ces pesticides-là parfois ne sont pas toujours contrôlés et on va retrouver une exposition de ces enfants qui ne sont pas protégés correctement avec les pesticides. Et cela aussi peut poser donc des problèmes. Il y a tout ce qui est aussi médicaments. Alors les médicaments, certains médicaments sont des cancérigènes potentiels. Souvent, c'est des médicaments qui sont eux-mêmes positionnés comme des traitements de cancer et qui peuvent entraîner des cancers secondaires. Peut-être on en reparlera. Mais il faut toujours faire attention dans tout ce qui est agent donc chimique, de gros problèmes des faux médicaments qu'on peut également avoir qui peuvent donc varier, dont la composition peut varier si éventuellement on a des défauts de conservation ou des péremptions qui sont passés. Bien sûr, les enfants sont sensibles à l'environnement, comme on peut le voir sur ces images-là. Ils sont beaucoup plus sensibles parce qu'ils vont s'exposer. Parfois, ici, on aura un enfant qui se baigne dans un environnement qui n'est pas totalement propre. Et tous ces facteurs-là peuvent influencer avec une exposition chronique, peuvent donc finir par développer certains types de cancers. Alors, ici, on a juste une illustration. On aura pu la placer un peu en avant puisque c'est juste j'ai parlé de rayonnement ionisant, c'est pour bien montrer quelle est la gamme de rayonnement ionisant. Le rayonnement ionisant, c'est tout ce qui entre dans le rayonnement IC gamma, donc dans les radiographies, dans les cabines à bronzage, ainsi de suite. Il y a aussi les ultraviolets du soleil également qui interviennent. Alors, normalement, les rayonnements non ionisants ne sont pas nuisibles, mais il y a beaucoup de polémiques. On a parlé des basses fréquences avec les lignes à haute tension. C'est assez prouvé, mais après, il y a toute une polémique concernant les écrans d'ordinateur, les téléphones portables, les paraboles d'antennes, les pylônes, donc les techniques de téléphonie cellulaire et autres. Four à micro-ondes, il y a beaucoup de polémiques parce qu'il y a des études qui sont favorables, il y a des études qui ne sont pas favorables. Parfois, il y a des conflits d'intérêts et on a du mal un peu à établir les liens. Mais ici, dans la partie donc, dite non ionisant, il faut surtout mettre en place le principe de précaution. Donc, le principe de précaution voudrait qu'on n'expose pas trop les enfants, surtout les enfants, à ces rayonnements. Donc, il faut limiter l'exposition par principe de précaution. Alors, je reviens un peu sur les agents physiques. Donc, j'avais parlé du benzène qu'on retrouve dans les colorants, dans la peinture, dans l'essence, on en a parlé. Il y a la question donc de la dioxine dans les installations industrielles non nucléaires. Il y a aussi eu dans le temps certains médicaments qui ont posé problème. Donc, le diéthylspestrol, qui est un médicament qui avait été utilisé dans le temps comme contraceptif et qui va entraîner des cancers chez certaines enfants dont les mamans ont été exposées à ces médicaments. Donc ça, ce sont juste quelques exemples d'agents. Alors donc, on a parlé également des immunosuppresseurs, de certains médicaments anticancéreux, j'en avais parlé tout à l'heure. Et en dehors donc des agents physiques et en dehors des agents donc chimiques, il y a aussi des agents donc infectieux, donc les virus. Beaucoup de virus donc sont connus pour entraîner donc certains cancers. Il y a l'hépatite B, tout le monde connaît. On sait tous que l'hépatite B, l'hépatite C, est donc le cancer du foie. Le lien est déjà établi. On peut aussi retrouver certains autres virus. L'Epstein-Barr virus, qui est un virus qui est très fréquent dans les lymphomes africains. Donc, dans 90% des lymphomes africains, on retrouve l'Epstein-Barr virus, qui est donc un cofacteur. Et on peut donc, il y a aussi le VIH, par exemple. Le VIH n'est pas un facteur direct de survenue du cancer, mais parce qu'il détruit l'immunité, il va donc favoriser donc, comme cofacteur le développement du cancer, surtout des lymphomes. Alors, quelle est la situation en Afrique? Il faut savoir que le problème en Afrique, c'est que l'Afrique, c'est 54 pays. Et nous avons, lorsque nous étions en train d'enquêter, on s'est rendu compte que sur 54 pays que compte le continent africain, il n'y a que 18 pays qui ont un programme national contre le cancer. Donc ça déjà, ça pose problème. Alors, quand on s'intéresse au cancer de l'enfant, il n'y a que 7 pays seulement qui ont intégré le cancer de l'enfant dans leurs programmes nationaux. Donc, vous voyez que parmi ces pays, donc on a
quelques bons élèves comme le Burkina, le Ghana, Madagascar, en dehors des pays du Maghreb, le Zimbabwe. Récemment, la Côte d'Ivoire s'y est mise depuis l'année passée. Et peut-être qu'on complétera la liste, on l'espère bien. Et il n'y a que 3 pays qui ont vraiment intégré le diagnostic précoce donc dans leur stratégie. C'est le Ghana, le Maroc et le Zimbabwe. Donc, le Zimbabwe fait vraiment office de très bon élève dans la lutte contre le cancer, d'une façon générale, mais en particulier celui de l'enfant. Alors, ici, comme il s'agit de la Côte d'Ivoire, je prends cet exemple, mais cet exemple, il est valable un peu pour la plupart des pays de la sous-région. On s'attend ici en Côte d'Ivoire à peu près à 800 nouveaux cas de cancer chaque année. Et lorsqu'on fait des projections, on se dit que d'ici 2 à 3 ans, on atteindrait pratiquement la barre des 1000 nouveaux cas. Mais je précise bien que cette incidence-là est presque pareille dans la plupart des pays africains, qu'on soit au Burkina, qu'on soit au Sénégal, qu'on soit dans les autres pays, Bénin, Togo, Cameroun, c'est la même tendance qu'on observe. Donc, ces chiffres-là sont tirés des études du groupe GFAOP, qui est un réseau, en fait, c'est le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, et donc qui a beaucoup travaillé dans la plupart des pays africains francophones et qui a permis donc de générer ces chiffres. Et on se rend compte que 2 enfants sur 3 sont vus trop tard. Vous voyez. Et globalement, la mortalité par cancer est pratiquement de 40%. Alors que l'objectif de l'OMS en ce qui concerne le cancer de l'enfant, c'est qu'on puisse d'ici 2030 atteindre au moins 60% de survie. Alors, nous sommes en 2022, c'est-à-dire que dans 8 ans, il faudrait pouvoir inverser la tendance. Là où on avait pratiquement une mortalité très, très importante, il faut pouvoir atteindre 60%. Aujourd'hui, on estime que globalement, en Afrique subsaharienne, la mortalité par cancer est très élevée. Donc, la survie chez l'enfant est de 30% de façon globale à l'heure où nous parlons. Donc, c'est 30%. L'objectif de l'OMS, c'est d'ici 7 à 8 ans de doubler donc cette survie-là, de passer de 30% à 60%. Alors, la question aujourd'hui est de savoir, parce que nous avons surtout voulu cibler notre message sur le diagnostic, mais un diagnostic précoce. On se demanderait pourquoi ne pas parler de dépistage alors, puisque ça se fait chez l'adulte. On parle de dépistage des cancers, donc le sein chez la femme, le col également, la prostate, ainsi de suite. Est-ce qu'il est possible chez l'enfant d'organiser un dépistage ou faut-il parler plutôt de diagnostic précoce? Alors, le gros problème, c'est que la plupart des cancers de l'enfant sont un peu spécifiques. Donc, le visage du cancer chez l'enfant est un peu différent de celui de l'adulte. Et cela fait que dans 90% des cas, les cancers de l'enfant ne sont pas évitables et ne sont pas aussi dépistables. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir aller à un diagnostic précoce. Or, pour aller à un diagnostic précoce, il faut pouvoir reconnaître assez tôt certains signes pour ne pas donc traîner. Et donc, ici, nous avons vu qu'en général, lorsqu'un enfant va présenter certains signes, qui sont parfois des signes habituels de pathologie qu'on connaît bien, donc l'enfant a une angine qui traîne, il a une fatigue inhabituelle, il est anémié par exemple, ou il a des bleus, donc des hématomes. Parfois, au décours d'un geste simple comme une numération de formule sanguine, on peut alors mettre en évidence tout simplement une leucémie aiguë, par exemple. Alors, par contre, ces signes-là sont parfois trompeurs parce que c'est des signes qui sont assez communs chez l'enfant à beaucoup de pathologies. Par contre, lorsque on voit un gros ganglion, on doit faire beaucoup plus attention parce qu'un gros ganglion peut être un mot de révélateur d'un lymphome. Un enfant qui présente des troubles de la vision, cela peut cacher peut-être une tumeur de l'œil, un rétinoblastome. Des signes tels que des céphalées, un syndrome neurologique tels que des troubles statiques peuvent nous conduire vers certains types de cancers comme la tumeur du cerveau, le neuroblastome.
Et dans tous les cas, l'augmentation du volume d'un organe, hein, que ce soit le rein, la rate, le foie, peuvent donc nous amener sur un terrain de cancer. Ça veut dire que nous devons être assez vigilants et redoubler d'attention, de telle sorte que lorsqu'un symptôme apparaît et que ce symptôme ne disparaît pas vite, hein, surtout s'il persiste, malgré des soins appropriés, il faudrait pouvoir donc aller vers un centre où un certain nombre d'examens peuvent être faits et réalisés pour approfondir le diagnostic. Alors ici, je vous mets cette plaquette-là qui donc nous a été gracieusement donnée par la Société marocaine d'oncologie pédiatrique qui l'a faite. Donc, et cette planche-là donc montre un peu un petit garçon avec donc les différentes zones du corps pour dire que quand on parle de cancer chez l'enfant, les cancers de l'enfant sont multiples. Il y a plusieurs cancers de l'enfant et que toutes les zones du corps peuvent être concernées par des cancers. Et donc, selon la sphère, donc la région donnée, il y a des signes qui vont nous envoyer vers un certain nombre de cancers. Donc, c'est une planche qui est assez élaborée, certainement. Vous aurez, euh, je pense que le REMA pourra vous donner cette planche-là gracieusement. Elle est mise à la disposition. Mais c'est pour dire que les cancers de l'enfant sont multiples et il n'y a pas de signes spécifiques en réalité. C'est ça qui rend difficile donc la démarche diagnostique. Alors, pour ne pas peut-être nous étaler, nous avons choisi de cibler notre message sur les cancers les plus fréquents. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle des cancers de l'enfant, on se rend bien compte que l'essentiel des cancers, donc 80% des cancers, sont constitués par 5 tumeurs qui sont les plus fréquentes et que nous allons rapidement approfondir sans trop nous étaler, mais en insistant sur les signes précoces parce que l'objet ici, c'est le diagnostic précoce. Alors donc, il faut y penser. Il faut y penser, on l'a dit, le dépistage n'est pas toujours possible chez l'enfant parce qu'il n'y a pas de population cible. Et donc, tout signe chez un enfant, tout signe anormal peut finir par aboutir au diagnostic d'un cancer. Et donc, il faut y penser. Alors, il faut y penser. Pourquoi aller à un diagnostic précoce? L'enjeu, il est clair. Hein? Il est clair parce que le diagnostic précoce permet un traitement plus efficace. Il permet un traitement qui est plus efficace. Il permet d'améliorer le pronostic. On en a parlé, on a des deadlines. Il faut arriver à au moins 60%. Je rappelle qu'en Europe, 90% des cancers chez l'enfant se guérissent. Je parle bien de guérison. Donc, 90% des enfants donc, qui ont accès au traitement guérissent. Donc, il faut pouvoir y aller. Le cancer de l'enfant, il est curable. Et ça permet, un diagnostic précoce permet de réduire la lourdeur et la durée des traitements. Et puis de diminuer aussi l'importance des séquelles parce qu'on est en pédiatrie. En pédiatrie, on va traiter l'enfant, on va le sortir d'affaires, d'accord, mais il va falloir penser aussi à l'avenir parce qu'il va passer à l'âge adulte. Il faut qu'il puisse être, donc, il y a le moins de séquelles plutôt, le moins de séquelles possible chez ces enfants. Alors, les obstacles ici au diagnostic précoce sont multiples. Et je pense que chacun d'entre nous a dû faire l'expérience dans ces affections, parfois chroniques. Il y a le problème de la méconnaissance du cancer. La plupart des enquêtes que nous avons faites dans le domaine ont montré que ce soit les populations, que ce soit même les professionnels de la santé, beaucoup ignoraient l'existence même du cancer chez l'enfant. D'où notre joie de saisir cette opportunité que nous offre REMA, de pouvoir en parler et donc d'en discuter avec les confrères de la sous-région. Il y a aussi cette perception du cancer. Donc, cancer égale maladie grave, égale mort potentielle. Et effectivement, cette perception elle est juste, mais malheureusement, comme il y a une méconnaissance de l'existence de la possibilité de traitement, cela fait que parfois, ces enfants-là n'ont pas accès aux soins. Et parfois, il y a un accès difficile aux soins qui est lié tout simplement à des obstacles géographiques. Je le confirme, dans la plupart de nos pays subsahariens, il n'y a qu'un ou deux centres, maximum un centre. Donc, c'est des centres qui sont à l'échelle nationale. Il y a un seul centre par pays
qu'on aille au Burkina, qu'on soit, bon, souvent au Burkina, il y en a peut-être un peu plus, il y a deux ou trois centres maintenant. Mais dans la plupart de nos pays, que ce soit au Mali, que ce soit au Bénin, au Togo, au Cameroun, dans la plupart des pays de la sous-région, il y a un seul centre qui prend en charge ces enfants, avec une équipe de professionnels qui est très réduite, à un ou deux professionnels spécialisés. Et donc, il y a un accès difficile qui est un obstacle géographique, bien sûr, mais il y a aussi l'obstacle financier parce que le cancer, il coûte cher. Et il y a l'obstacle technologique parce qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut pour pouvoir aller au diagnostic et faire un traitement correct. Alors, tout cela va impacter psychologiquement la famille parce qu'un enfant qui est malade, c'est toute la famille qui est bouleversée. C'est la mère qui est mobilisée, c'est le père qui se retrouve, donc voilà, les autres enfants qui sont un peu délaissés. Et il y a tout un ensemble d'interprétations du cancer et des résistances culturelles qui vont faire que tous ces facteurs mis en compte vont être de véritables obstacles au diagnostic précoce et entraîner des découvertes de plus en plus tardives qui elles-mêmes donc sont source d'une mortalité très, très élevée. Alors, les exemples que nous allons prendre ici pour cette deuxième partie de notre présentation, comme vous l'avez pu voir, c'est que nous sommes partis de la définition des cancers pour donner un peu la panoplie des cancers rencontrés chez l'enfant avec l'étude de certains facteurs possibles. Je précise que les facteurs dont j'ai parlé ne sont retrouvés que dans 20% des cas, hein, donc ce pas des facteurs qu'on retrouve couramment. Et nous sommes allés un peu sur le principe du diagnostic précoce. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, quand on fait donc l'épidémiologie, nos états sont des états en transition épidémiologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que alors que nous n'avons pas encore fini de résoudre les problèmes de pathologies infectieuses, mais du fait que notre mode de vie a changé et que notre environnement également a été modifié, nous sommes aujourd'hui en train de faire face donc à des pathologies chroniques. Et ces pathologies chroniques-là donc, sont en train de monter en puissance. Donc, il y a vraiment une émergence de ces pathologies chroniques, donc l'obésité, l'hypertension chez l'enfant et bien sûr le cancer. Et donc, il va falloir faire face aux pathologies infectieuses. Il va falloir aussi faire face à ces cancers-là. Et nous avons sélectionné ici pour cette présentation juste 5 cancers, j'aurais dit plutôt 4, qui sont à eux seuls représentent l'essentiel des cancers de l'enfant. C'est-à-dire que les lymphomes, ici, la leucémie aiguë, les tumeurs du rein et le rétinoblastome, à eux seuls, représentent 80% des cancers que l'on rencontre chez l'enfant. Donc, si nous arrivons à les cibler, nous aurons pu, en ce moment-là, nous aurons atteint notre objectif de maîtriser donc l'essentiel des cancers que l'on rencontre chez l'enfant. Donc, dans cette présentation, je serai assez bref. Je vais juste présenter ces 4 cancers et donner quelques éléments qui nous permettent de les identifier assez précocement et nous laisserons la place donc à des échanges. Alors, en ce qui concerne le lymphome, on parle surtout de lymphome de Burkitt. Je pense que la plupart d'entre les auditeurs reconnaissent bien le lymphome de Burkitt. Le lymphome de Burkitt, donc Burkitt pour le nom de celui qui a découvert la maladie. Les lymphomes sont en général des cancers des ganglions. Donc, un lymphome, c'est un cancer des ganglions. Et le lymphome de Burkitt est donc le premier cancer de l'enfant africain, j'allais dire, surtout en Afrique noire, en Afrique subsaharienne. Alors, comme vous pouvez voir sur cette petite image-là qui est là, je vais peut-être prendre un pointeur pour mieux montrer. Moi, je pense que, bon, pas grave, si vous voyez la flèche. Alors, vous voyez un peu ce petit garçon qui a 7 joues enflées, donc il y a une tumeur maxillaire, cette tumeur maxillaire qui repousse un peu l'œil et qui dévie donc la cloison nasale. On peut même voir un endos buccal, donc la tumeur qui pousse. Donc, tout le monde a certainement déjà vu ces jeunes enfants d'âge scolaire qui présentent ce genre de tumeur à la mâchoire. Ce sont des lymphomes de Burkitt. Donc, le lymphome de Burkitt, c'est une hémopathie maligne, donc qui est caractérisée par la prolifération de lymphoblastes, donc des cellules B qui ne sont pas encore matures, appelées cellules de Burkitt. C'est le premier cancer de l'enfant en Afrique au sud du Sahara, avec une prédilection à l'âge donc entre 3 ans et 9 ans. Le maximum de fréquence se retrouve chez les enfants d'âge scolaire, donc les enfants de 6 ans, 7 ans. Et ce cancer touche autant la fille que le garçon. Alors, les facteurs qui favorisent
c'est surtout l'infection à l'Epstein-Barr virus, qui est une infection qui se contracte assez tôt dans l'enfance par le biais de la salive, qui peut donner la mononucléose infectieuse plus tard et qui peut évoluer après avec d'autres cofacteurs hein, que sont la fièvre éruptive, la malnutrition, les carences vitaminiques, le paludisme et autres, les conditions de vie défavorables qui vont baisser l'immunité, donc peut aboutir tout simplement à la manifestation de ce lymphome. Alors, le lymphome, il se manifeste en général préférentiellement par des atteintes abdominales. Ce sont ces atteintes-là qui sont les plus décrites, vous voyez, ce sont ces atteintes qui sont les plus décrites. Donc, on a des formes abdominales qui vont se traduire par une augmentation du volume de l'abdomen, des troubles du transit, des douleurs abdominales et surtout une altération progressive de l'état général. Dans les formes maxillaires, on peut constater que parfois, il apparaît comme une tumeur, un bourgeon au niveau de la gencive qui peut même faire penser à un abcès, mais progressivement, ce bourgeon va prendre du volume, va désorganiser tout simplement l'articulé dentaire, va rendre la dent mobile et la dent va chuter et secondairement apparaît une véritable tuméfaction maxillaire comme on l'a vu sur ces images. Donc, c'est les deux formes qui sont les localisations les plus fréquentes. Et en général, lorsqu'on a un enfant qui présente une tumeur à la mâchoire ou une masse abdominale, donc en général, un enfant d'âge scolaire, donc 6 ans, 7 ans, qui a une masse abdominale ou qui a une tumeur maxillaire ou mandibulaire, il faut penser à un lymphome. Ça peut être un abcès dentaire, mais il faut penser à un lymphome de Burkitt jusqu'à preuve du contraire. Et le diagnostic, il est parfois très simple. À la suite d'une cytoponction à l'aiguille fine, à l'aiguille donc simple, on peut, à l'étude cytologique seulement, à une cytologie donc interlaculaire, retrouver cette tumeur. Donc, on a les fameuses cellules de Burkitt, les lymphoblastes matures avec un gros noyau et un cytoplasme très fin, basophile, avec des inclusions lipidiques au niveau du cytoplasme. Donc, le diagnostic est assez simple, mais il faut y penser. Alors, le second lymphome que j'aborde ici, c'est le lymphome de Hodgkin. Donc, Hodgkin, qui est toujours le nom de ceux qui ont fait la description de celui qui a fait la description de la maladie pour la première fois. Alors, comment se présente le lymphome de Burkitt? Alors, en termes de fréquence, le lymphome de Burkitt, il est moins fréquent. Le lymphome de Hodgkin, plutôt, le lymphome de Hodgkin, il est moins fréquent que le Burkitt. Seulement, il va se trouver aussi à tout âge, de façon préférentielle entre 2 et 16 ans. On peut le voir à tout âge. Donc, c'est toujours dans les lymphomes. Je rappelle qu'un lymphome, c'est un cancer des ganglions. Alors, certainement, vous allez me demander, le lymphome de Burkitt, curieusement, ne donne pas beaucoup d'adénopathie. Il peut en donner, on en retrouve souvent, mais pas très fréquemment. Par contre, dans le lymphome de Hodgkin, c'est vraiment le cancer des ganglions et c'est donc l'adénopathie qui est au devant. Il y a une tendance à avoir plus de garçons que de filles et on pense, on ne connaît pas très bien l'origine de la cellule, mais c'est une cellule hématologique probablement. On parle de cellule de Rustenberg. Et alors, c'est tout simplement un cancer qui va se manifester par la survenue de ganglions. Là, nous avons sur cette image un gros paquet ganglionnaire qui est observé, donc latéro-cervical. Vous voyez, il n'y a pas de tendance à la fistulisation. C'est des ganglions qui sont très fermes, durs, ils ne sont pas sensibles et qu'on peut retrouver donc au niveau latéro-cervical, axillaire. La plupart des aires ganglionnaires superficielles, ils peuvent être vus. La répartition est souvent bilatérale et cela peut être accompagné de signes tels que des sueurs, un amaigrissement plutôt, et une fièvre d'évolution nocturne. Alors, vous voyez que ces signes-là font penser à une tuberculose. Vous voyez, et souvent, c'est l'un des diagnostics différentiels de ce lymphome d'Hodgkin.
Donc, il faudra y penser à chaque fois qu'on a des enfants comme ça qui ont ces adénopathies superficielles, qui font de la fièvre, qui transpirent la nuit, qui sont amaigris. Parfois, si le traitement antituberculeux n'a pas été, au bout d'un mois, n'a pas vraiment donné de résultats probants, il faudrait plutôt aller vers une biopsie ganglionnaire qui va permettre vraiment de faire le diagnostic, de confirmer le diagnostic et donc de réadapter le traitement. Nous allons aussi aborder les leucémies aiguës. Alors, les leucémies aiguës sont véritablement des cancers de sang et ce sont les cancers les plus redoutables en pédiatrie parce que ils sont assez graves et la létalité reste très, très élevée. Donc, la leucémie aiguë, donc, elle est caractérisée par une prolifération donc, clonale au niveau médulaire et sanguine de cellules battues qui sont les blastes. Alors, c'est un cancer qu'on rencontre de plus en plus fréquemment dans nos villes, en pédiatrie. On le voit à tout âge, chez les nouveau-nés, nourrissons, enfants, grands-enfants. Chez les garçons comme chez les filles, il y a beaucoup de variétés cytologiques, mais peu importe, la traduction clinique reste toujours la même. Le problème de leucémie aiguë, c'est que les signes ne sont pas spécifiques parce que cela se traduit très souvent par l'anémie. Donc, il y a une fièvre qui persiste, qui fait parfois penser à un acéphalus ou un paludisme grave. Il y a de la pâleur parce qu'il y a une anémie qui accompagne, donc pâleur, donc l'anémie avec la pâleur, l'asthénie. On peut avoir des douleurs osseuses, surtout articulaires, et le syndrome tumoral peut être accompagné. C'est les adénopathies qui peuvent être bilatérales, qui sont parfois de taille modérée. Elles peuvent être sensibles. On peut avoir une splénomégalie, une hépatomégalie. Mais avouons-le, un enfant qui présente une fièvre, qui traîne avec une anémie, une splénomégalie, bon, on pensera peut-être à un paludisme, on pensera à un sepsis. Et c'est parfois lorsque l'évolution n'est pas bonne sous traitement spécifique. Et souvent, lorsque un saignement apparaît et que on redresse le diagnostic vers une leucémie aiguë. Alors, en général, il y a des signes d'alerte. Il y a des signes d'alerte parce que parfois, un hémogramme peut donner des signes d'alerte parce que l'hémogramme, à partir du moment où on a une hyperleucocytose importante qui dépasse les 50 000, il faudrait normalement associer un frottis sanguin périphérique. Et ces frottis sanguins périphériques peuvent nous permettre de retrouver ces blastes périphériques et faire le diagnostic. Donc, il faudrait parfois y penser. Alors, nous allons terminer notre propos avec le néphroblastome. Alors, le néphroblastome, c'est une tumeur maligne du rein. Donc, dans le panorama de ces tumeurs malignes, nous allons parler surtout des cancers hématologiques, hein, donc lymphome de Burkitt, lymphome d'Hodgkin, leucémie aiguë. Ici, on parle un peu de tumeurs d'organes. Donc, ce sont des tumeurs solides ici, en opposition aux tumeurs liquides que sont les hémopathies malignes. Alors, retenez bien que le terme blastème, ça renvoie à une origine donc embryonnaire de la tumeur. Donc, c'est une tumeur embryonnaire du rein, néphroblastome. Et lorsqu'on parle de tumeurs embryonnaires, c'est des tumeurs qui vont apparaître très tôt. Donc, très souvent, il s'agit de cancers qui apparaissent chez des nourrissons. Vous voyez, des nourrissons donc, autour de 2 ans d'âge. Ils touchent autant les filles que les garçons. Ici, on a tout simplement un enfant, comme on peut le voir sur cette photo, un enfant qui a un état général qui est conservé, qui ne se plaint pas beaucoup, qui n'est pas douloureux, mais qui peut présenter une masse. Très souvent, c'est la maman qui remarque que l'enfant a une masse, donc a une boule dans le ventre, une masse abdominale. Cette masse-là, parfois, siège au niveau d'un flanc. Ça peut être le flanc gauche, le flanc droit. On a rarement les autres signes. Douleur, l'hématurie, c'est très rare, c'est dans 20% des cas. Parfois, on peut retrouver un contexte de malformation au niveau des organes génitaux ou un syndrome malformatif général. Dans tous les cas, devant un enfant, surtout un nourrisson
il présente une masse abdominale anormale, il faudrait juste faire une échographie abdominale et assez rapidement, le diagnostic d'organe est fait, donc la masse est identifiée. Et très souvent, la simple échographie abdominale, qui est un examen, une imagerie médicale non invasive, donc assez facile à réaliser, permet de faire le diagnostic. Ouais. Alors, voilà pour le néphroblastome. Comme je l'ai dit, on terminera par la dernière tumeur d'organe, qui est donc aussi une tumeur embryonnaire. On parle de rétinoblastome. Et comme pour le deviner, c'est le cancer de l'œil le plus fréquent chez l'enfant. Alors, dans le rétinoblastome, ici, c'est une tumeur qui est de mieux en mieux diagnostiquée. Donc, qui va se voir chez des enfants très jeunes, très jeunes. Et dans ces cancers-là, on a souvent une notion d'hérédité, surtout quand les deux yeux sont atteints. Alors, c'est un véritable drame parce que le diagnostic précoce lui-même repose que sur l'observation. Si on fait attention, on va voir que chez certains enfants, on remarque un aspect un peu particulier, c'est-à-dire un aspect d'œil de chat. L'aspect d'œil de chat, c'est l'enfant qui, dans une situation de faible luminosité, va avoir un œil qui brille comme l'œil d'un chat, donc dans le noir. Et parfois, on a eu des moments pour lesquels les plus grands enfants ont fait remarquer à leur maman que voilà, le nouveau-né a un œil un peu bizarre. Et quand on le regarde, il fait peur parce que son œil brille dans le noir. Et donc ça, c'est des aspects parfois qui peuvent vraiment attirer l'attention. Il faudrait vraiment faire attention et donc être vigilant. La tumeur peut être mise en évidence à la suite d'un strabisme. Vous voyez, le strabisme, beaucoup de nouveau-nés à la naissance, même de très jeunes nourrissons, ont tendance à loucher. Et parfois, on trouve que c'est normal, effectivement. Le strabisme peut être normal chez un nouveau-né et même chez un jeune nourrisson, mais parfois, il va cacher une tumeur de l'œil. Lorsqu'on arrive au reflet blanchâtre de la pupille, donc la leucocorie, parfois, la tumeur est déjà constituée. Et au stade de baisse de la vue, au stade des ophtalmies, donc l'œil qui est sorti de l'orbite, la tumeur est déjà très, très avancée. Oui. Alors ici, on a l'aspect d'œil rouge. Cet aspect d'œil rouge-là était souvent mis en évidence à la photographie. Et donc, certains enfants ont bénéficié d'un diagnostic assez rapide, juste au cours de photos d'anniversaire, par exemple, on remarque qu'il y a un reflet rougeâtre qui est anormal. Là, ce reflet-là se retrouve dans les deux yeux. Donc, c'est une atteinte bilatérale. Aujourd'hui, les appareils sont munis de correcteurs, donc de l'effet œil rouge. Mais ça peut parfois aider à faire un diagnostic assez précocement. Ici, on a l'aspect l'œil de chat. Donc, ce qui se voit bien sur cet œil-là. Et là, j'ai une photo d'un de nos enfants ici. Donc, ici, on voit bien cet enfant-là qui a une impression de cataracte. Donc, on voit l'œil, le noir de l'œil qui est complètement blanc. On pensera à une cataracte ici dans notre contexte. Mais si on pousse un peu plus l'examen, on se rend compte que c'est une leucocorie et ça peut cacher. À ce stade ici, déjà, on a une tumeur qui est plus avancée. Vous voyez cette fillette-là. On a une buphtalmie, donc un aspect inflammatoire de l'œil avec un début des ophtalmies. Donc, on a une tumeur qui est déjà en train d'avancer. Et donc, sur ces deux dernières images, c'est un enfant qui a été vu tôt. Il est vrai que la sanction a été difficile puisque l'œil a dû être enlevé, mais cet enfant-là, qui a bénéficié de l'énucléation, il a bénéficié de la mise en place d'une prothèse et pour ceux qui ne connaissent pas le passé, les antécédents, ne verront pas que cet enfant est porteur d'une prothèse, une prothèse oculaire qui est bien réussie. Donc, il donne quand même espoir de dire que si l'enfant est vu tôt, on peut arriver à ces résultats-là. Parce qu'au stade de buphtalmie ou des ophtalmies, c'est un stade qui est déjà tardif. Les risques de décès sont déjà très importants parce que la tumeur aura eu le temps de métastaser. Et donc, je vais terminer par le rétinoblastome parce que le rétinoblastome
lorsqu'on observe un enfant qui a une anomalie du regard, que ce soit un reflet anormal, que ce soit un strabisme ou une leucocorie, il faudrait rapidement organiser une visite en ophtalmo avec un fond d'œil sous anesthésie générale. Et j'ai un enfant qui a été diagnostiqué pour rétinoblastome, sachant que c'est une tumeur embryonnaire avec donc une composante génétique importante. Il faudrait surveiller la fratrie de cet enfant. Donc, la fratrie d'un enfant diagnostiqué pour rétinoblastome, c'est une population cible pour un dépistage. Donc, c'est un peu le seul modèle où on peut faire un dépistage, une surveillance de la fratrie jusqu'à l'âge de 5 ans au moins. Et en ce moment-là, si rien n'a été mis en évidence, on est un peu plus tranquille. Alors, ici, nous résumons un peu, c'est un récapitulatif des différentes pathologies les plus fréquentes. Comme je l'ai dit, lorsque on est en présence d'une anomalie ou d'anomalie de l'œil, il faudrait penser à un rétinoblastome et organiser un fond d'œil pour le diagnostic. Lorsqu'on est en présence d'un nourrisson qui a une masse abdominale, toute masse abdominale anormale, donc chez un nourrisson, doit faire penser à ces 3 pathologies que sont la tumeur du rein, la tumeur du foie ou la tumeur des ganglions sympathiques. Et juste une échographie, parfois, aide au diagnostic, et parfois des marqueurs tumoraux comme le dosage de l'alpha-fétoprotéine pour l'hépatobblastome ou la réalisation des catécholamines urinaires pour le neuroblastome peuvent aider rapidement à faire le diagnostic. Par contre, si la masse abdominale est rencontrée chez un enfant, donc plus grand, au-delà de donc un enfant d'âge scolaire, toute masse abdominale chez un enfant d'âge scolaire doit faire penser à un lymphome jusqu'à preuve du contraire. L'organisation d'une cytoponction aide au diagnostic. Par contre, si la masse elle est pelvienne, on pensera plutôt à des tumeurs de type germinal. Nous n'avons pas développé parce qu'elles ne sont pas aussi fréquentes que cela. Et là encore, un simple dosage de marqueurs tels que alpha-fétoprotéine ou bêta-CG permet de faire le diagnostic. Alors, lorsqu'on est devant une fièvre, une anémie qui traîne avec polytransfusion, et surtout lorsqu'apparaît un syndrome hémorragique, il faudrait évoquer une leucémie. Et parfois, l'hémogramme, simple hémogramme, c'est-à-dire numération de formule frottis sanguin, permet assez rapidement d'établir le diagnostic. Alors, donc, ici, j'ai parlé un peu de réseau, mais comme nous sommes à une présentation internationale, il faut dire que dans la plupart de nos pays africains, il existe donc des centres de prise en charge des cancers de l'enfant. Donc, c'est des centres qui existent dans la plupart des capitales africaines et avec des équipes donc, locales qui sont très bien outillées, formées pour la prise en charge de ces cancers. En termes de pronostic, je l'avais dit, le pronostic est généralement très bon dans les tumeurs du rein. On a 70% de survie. Dans les Burkitt, un peu plus de 50%. Dans la leucémie, la survie retombe à 20%. Et le rétinoblastome était de très mauvais pronostics parce que les diagnostics étaient assez tardifs. Mais les choses ont évolué puisque ces chiffres-là sont juste des chiffres sur 10 années d'activité entre 2005 et 2015. Alors, donc, voilà un peu, nous sommes à la conclusion de notre propos pour dire que le cancer de l'enfant, c'est une réalité dans nos pays. Ce sont des affections qui sont émergentes parce qu'elles viennent bouleverser notre épidémiologie habituelle. Et les principaux cancers que l'on rencontre chez l'enfant dans nos régions, c'est les lymphomes, Burkitt, les leucémies aiguës pour tout ce qui est cancer donc hématologique, et les 2 tumeurs d'organes que sont le rétinoblastome et le néphroblastome. Si nous arrivions donc à un diagnostic de plus en plus précoce, on peut améliorer la survie qui aujourd'hui est globalement de 30%, mais qui doit pouvoir donc être améliorée parce que pour ces mêmes tumeurs en Europe,
la survie est nettement meilleure, 3 fois plus, c'est 90%. Et même dans les rétinoblastomes, c'est pratiquement 100% donc, de guérison. Donc, voici un peu ce que nous avions à partager cet après-midi avec vous. Je tiens à vous remercier pour votre attention et je me tiens donc à votre disposition pour les échanges. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci pour votre présentation. Merci également pour la richesse de l'exposé. À présent, on va passer à la deuxième phase qui va consister à la phase des questions-réponses. Donc, je vais prier mes collègues qui sont dans l'auditoire, qui voudraient bien poser leurs questions, de bien vouloir lever la main. D'accord, comme vous savez déjà le faire, pour que nous puissions vous donner la parole pour poser votre question. Donc, je vais laisser la première personne qui a levé la main. Je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un qui s'est connecté avec un iPhone X, Shamsik. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va bien et chez vous? Ça va très bien aussi. Vous avez la D'accord. parole. Ma question était relative au lymphome de Burkitt. Le professeur a parlé du sexe ratio et on a vu que il a dit qu'il n'y a pas de différence. Ça touche autant bien les filles que le sexe féminin que le sexe masculin. Dans une étude au Burkina Faso, on nous a dit que c'est le sexe masculin qui est plus touché. Je voudrais comprendre la nuance au niveau du lymphome de Burkitt. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Oui, allez-y, professeur. Vous pouvez répondre. Je réponds au fur et à mesure. D'accord. Alors, je remercie mon collègue qui a soulevé justement cette question. C'est tout à fait juste. Dans la plupart des études qui sont réalisées dans la sous-région, comme je l'ai dit, je l'ai même montré un peu dans ma présentation, la prédominance masculine est établie. Donc, même ici en Côte d'Ivoire, dans toutes les enquêtes que nous avons faites, il y a plus de garçons qui sont touchés que les filles. Et on s'est dit que fondamentalement, du point de vue pathogénie, il n'y a pas de raison que les garçons soient bien plus touchés. Alors, qu'est-ce qui pouvait expliquer cela, cette prédominance? Est-ce que ce n'est pas un biais de recrutement dans nos études? Ou il y a aussi cette théorie-là qui dit que certainement que les filles sont beaucoup plus résistantes que les garçons, mais ça reste un peu énigmatique. En réalité, dans toutes les enquêtes que nous avons pu consulter, il y a toujours plus de garçons concernés par le lymphome de Burkitt que les filles. Et on n'a pas forcément l'explication. Mais dans ce que j'ai dit, c'est qu'on en voit aussi chez les filles et donc il n'y a pas une vraie spécificité. C'est un peu ce que je peux dire sur cette question. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre attente. Est-ce qu'il en est de même pour le lymphome hodgkinien? Alors, dans les lymphomes également, dans les lymphomes hodgkiniens, on a retrouvé aussi cette tendance avec une légère prédominance masculine qu'on retrouve dans ces enquêtes-là. Dans les études européennes, on a parfois, alors j'ai pas peut-être pour les lymphomes de Hodgkin, mais je pense que dans les lymphomes de Burkitt, on a parfois une tendance à l'équilibre. Mais on a toujours cette prédominance masculine qui est assez régulière. D'accord, merci, c'est tout. Merci beaucoup à vous pour la question. Merci également au professeur pour les éléments de réponse apportés. Je vais cette fois-ci donner la parole à Dr Ntaladja pour poser sa question. Docteur, si vous êtes là, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Ah, oui, docteur. Bonjour. Vous m'entendez? Je vous reçois très bien. Ok. Bonjour au professeur pour la brillante présentation et à vous, le communicateur du forum. Alors, je suis neuropsychiatre et résident en RDC, République démocratique du Congo. J'habite présentement dans une ville un peu minière où il y a beaucoup de minéraux tels que le cuivre, les plombes, le manganèse, le lithium, le cassitérite, donc bref, les minéraux, les métaux lourds. Alors, je reviens ça pourquoi dans le briefing du professeur lors des facteurs favorisants de tumeurs chez l'enfant,
les facteurs extrinsèques, il n'a pas fait référence, par exemple, nous qui vivons dans ces régions. Exemple, dans la consultation, on remarque beaucoup plus les enfants avec des troubles neurodéveloppementaux. Ce que DSM appelle actuellement troubles envahissants du développement, il y a des troubles psychiatriques, il y a associés avec des comorbidités, commissarialité, troubles psychomoteurs, problèmes de communication, difficultés sociales. Alors, devant toutes ces péripéties, on se demande, bon, il y a eu certaines études qui ont eu à prouver qu'il y a eu toxiques qui peuvent être à la base de ça, mais dans votre présentation, on n'a pas fait référence ou soit à ça. Et même, ça nous préoccupe beaucoup. On remarque beaucoup d'enfants qui nous viennent dans ce stade avec comorbidité, souvent des troubles de l'accommodation, tout ça, c'est ce que je viens de dire. Ça, c'est un. Deuxième préoccupation, c'est quelle est la marge de manœuvre de guérison devant, par exemple, l'informe de Birk qui est informe de kiné. Quand il y a, si le diagnostic est posé tôt, quelle est la marge de guérison selon les estimations en rapport avec vos expériences? Et puis, enfin, vous n'avez pas fait quand même référence. Bon, je suis très intéressé à la discipline concernant les tumeurs cerveau, neuroblastome, les signes précoces quand même, et puis un message commun qu'on peut lancer dans la communauté, quand bien même pour voir la prévention c'est difficile. Il n'y a que les diagnostics précoces, mais quelles sont les mesures préventives afin de minimiser un peu la survenue de cette pathologie qui est un peu néfaste, dont le pronostic est un peu réservé. Merci beaucoup, professeur. Ok, merci cher collègue Dr Ntaladja. Je salue tous nos collègues de RDC. Alors, merci pour la question. Vous avez posé une question en fait à plusieurs volets. Cela montre un peu l'intérêt que vous portez à ces cancers. Alors, je vais m'efforcer de vous répondre un peu point par point en vous précisant qu'en RDC, alors RDC, c'est Kinshasa, hein? C'est bien ça? Alors, un pays continent comme ici, le Lubumbashi, où je vis présentement, c'est une deuxième ville de la RDC. Très vaste, où c'est tellement minéré, quoi. C'est ça, c'est très bien. Alors, ça veut dire que nous avons des collègues sur place à Lubumbashi. À Lubumbashi, il y a un centre qui traite le cancer de l'enfant. Je pense que c'est l'hôpital, la clinique universitaire de Lubumbashi. Et il y a aussi Kinshasa qui a un centre également. Alors, pour répondre à votre question, sur le problème des minerais, c'est vrai que c'est une zone minière très importante. Et ce qui a été montré, c'est que les enfants, malheureusement, vont aller travailler dans ces minerais avec donc un contact avec ces métaux lourds. Ces métaux lourds ont été sont beaucoup impliqués dans la survenue de certaines affections chroniques, c'est-à-dire c'est surtout les anémies chroniques, parfois des troubles neuropsychiatriques. Hein. Ça, c'est vraiment votre domaine. On trouve plus des problèmes aussi sur le retentissement en termes de croissance de ces enfants-là. On peut avoir quelques troubles neuromusculaires également. Mais en ce qui concerne les cancers, c'est pas toujours bien établi. Le phénomène est un peu indirect, c'est-à-dire que tout ce qui va être utilisé dans l'exploitation de ces minéraux, parce que ces enfants peuvent être exposés donc à des hydrocarbures, à certains produits chimiques qui sont utilisés dans l'extraction de ces minéraux. Et en ce moment-là, l'exposition sur un certain temps peut effectivement aboutir à surtout c'est des cancers hématologiques, donc des leucémies surtout qu'on peut observer. Après, tout ce qui est particules fines et autres là, peuvent entraîner des fibroses pulmonaires et au niveau pulmonaire ou pleural, on peut aussi avoir des soucis à ce niveau. Mais globalement, pour les principaux cancers que j'ai cités, il y a très peu de rapport avec le problème des minéraux directement. Mais peut-être de façon indirecte avec tout ce qui est utilisé dans leur exploitation. Pour ce qui est du lymphome de Burkitt, retenez que le lymphome de Burkitt, il est vu tôt. Donc, dans le premier stade, on parle de stade 1, les chances de guérison, c'est pratiquement 80% de guérison. Dans les stades 3 et 4, les chances tombent à 40, voire 30%. D'où vraiment l'enjeu du diagnostic précoce. Vous voyez. Alors, comme vous êtes neurologue, c'est vrai que je n'ai pas parlé du neuroblastome,
Mais le neuroblastome, c'est un tumeur embryonnaire donc, du système nerveux sympathique. Hein, donc, c'est le surrénal et toute la chaîne ganglionnaire sympathique. C'est des tumeurs qui sont un peu moins fréquentes. On rencontre à peu près 3 à 5 cas annuellement. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, ce pas des tumeurs qui sont aussi fréquentes que ça. Mais la particularité, c'est que ce sont des cancers typiquement de l'enfant et qu'on ne retrouve pas chez l'adulte. Les principaux signes ici, c'est surtout la masse. Donc, c'est une masse qui est abdominale, comme les autres. Ça va se trouver chez des très jeunes enfants. Donc, c'est des masses abdominales, voilà. Et parfois, il y a une confusion qui peut naître avec le néphroblastome. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand c'est un neuroblastome, la masse abdominale est accompagnée d'une altération importante de l'état général. Ce qui est différent dans le néphroblastome, dans la tumeur rénale pure, où l'état général reste bien conservé. Donc, lorsque le très jeune enfant a une masse abdominale et que son état général se dégrade très vite, il faudrait penser à un neuroblastome. Et en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est faire un dosage urinaire de catécholamine. Parfois, ce n'est pas facile à réaliser. On peut s'aider avec des LDH, la laticodéshydrogénase. Si elle est très élevée, ça peut aider effectivement à faire aussi, à donner une piste pour le diagnostic. Donc, ce que je voulais préciser, c'est que dans le neuroblastome, l'âge de découverte est très important parce que une découverte au-delà de l'âge de 2 ans est un mauvais pronostic d'emblée. On ne pourra rien faire pour cet enfant. Donc, il faut vraiment aller très vite pour pouvoir diagnostiquer tôt. Donc, j'espère bien avoir répondu à vos questions. Et je serai très heureux après, dans les échanges, de vous mettre en relation avec l'équipe de Lumumbashi, avec le professeur Robert Lukamba, de la clinique universitaire, voilà, qui peut vous aider. OK, merci. Merci beaucoup, professeur. Merci. OK, merci beaucoup, professeur. Je vais laisser la parole au docteur Mouchagalouza pour poser sa question. Bonsoir, docteur. OK, bonsoir tout le monde. Bonsoir au professeur. Bonsoir. Nous avons beaucoup suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation et nous disons sincèrement merci. La question que je voulais poser, ça concerne en fait la leucémie. Donc, lorsque vous aviez parlé de leucémie, je ne sais pas s'il y a une nuance qu'on peut faire chez les enfants, bien sûr, entre la leucémie myéloïde et la leucémie lymphoïde. Et comment on peut se comporter devant ces deux types de leucémie. D'accord. Et à part ça, j'avais aussi une autre préoccupation, en dehors, je ne sais pas si c'est en dehors de la présentation, tellement que nous sommes beaucoup plus intéressés par les cancers en général et surtout les cancers chez les enfants. Ici, chez nous, en Afrique, parce que présentement, je suis à Kinshasa. Okay. Je ne sais pas si au niveau de la sous-région ou bien au niveau de l'Afrique, il y a des instituts qui organisent cette formation. C'était ça ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup, cher ami de Kinshasa. Alors, je rebondis rapidement sur la question parce qu'effectivement, aujourd'hui, grâce au réseau, vous allez souvent entendre parler, quand on parle des cancers de l'enfant en Afrique, il y a un réseau qui existe, c'est le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Et grâce à ce réseau a mis en relation la plupart des centres qui prennent en charge les cancers de l'enfant dans la sous-région, hein, donc qu'elle soit ouest africaine, Afrique centrale et même Madagascar. Et grâce à tout ce qui a été mis en place, aujourd'hui, il existe des formations à la disposition donc, des médecins. Donc, un médecin qui veut donc faire la formation pour être oncologue, hein, oncologue pédiatre, bien sûr, il faut qu'il soit pédiatre à la base d'abord. Il faut être pédiatre à la base. Il faut avoir un peu une initiation donc dans une unité existante en oncologie pédiatrique. Et la formation, elle se fait sur 1 an. Et aujourd'hui, elle est faite en Afrique, au Maroc. Donc, c'est le Maroc qui est le leader dans la formation. C'est une formation qui est internationale, donc avec l'université marocaine, les universités parisiennes, avec un ensemble d'enseignants-chercheurs. Bon, et par rapport à la question sur la leucémie aiguë, alors j'ai été bref, mais il faut retenir qu'en termes de leucémie aiguë, c'est vrai qu'en pédiatrie, 80% des leucémies sont des leucémies lymphoblastiques. Donc, ce sont les formes lymphoblastiques qui sont les plus fréquentes que les formes myéloblastiques. Il y a une légère différence dans l'aspect épidémiologique parce que
Les formes myéloblastiques sont vues chez des enfants, parfois c'est des grands enfants, donc 10 ans et plus. Les formes lymphoblastiques, on les voit à tout âge, mais souvent c'est des enfants plus jeunes. Et dans les formes lymphoblastiques, on a parfois une lymphocytose qui est très importante. Mais globalement, dans la manifestation clinique, peu importe, que ce soit lymphoblastique, que ce soit myéloblastique, la traduction clinique est presque la même. Elle est presque la même. Donc, cliniquement, peut-être pour le spécialiste averti, cliniquement, il peut faire de la différence en se basant sur des critères épidémiologiques ou certaines manifestations cliniques comme ce qu'on appelle les leucémies, des tumeurs de gingivales, des ophtalmies qu'on retrouve plus préférentiellement dans les formes myéloblastiques. Mais je peux dire que globalement, pour le non-sachant, il faudrait retenir que la leucémie, qu'elle soit lymphoïde ou myéloïde, se manifeste pratiquement de la même manière. Certes, le traitement est un peu différent selon les formes, et c'est là qu'intervient donc toute la technique de finesse diagnostique, hein, donc le phénotypage, l'immunohistochimie, pour pouvoir avoir un diagnostic plus fin pour garantir un traitement qui sera correct et bien réalisé. Ok, merci beaucoup, professeur. Ok. Merci, professeur. Je pense que je vais laisser la parole à la dernière personne pour que... Alors si vous permettez, je pense qu'il y a un collègue qui a posé directement dans le forum. Okay. Je lui réponds en 2 mots et puis il est dans le métro. Je crois que c'est docteur Célestin, je n'ai pas tout le nom. Alors, il avait souhaité... alors, je lis un peu la question. Hein, donc, il voulait savoir... le capital, quelles sont les mesures de routine à mettre en œuvre pour favoriser les diagnostics précoces de masse. Donc, les mesures de routine à mettre en place pour favoriser le diagnostic précoce et quels sont les traitements préconisés. De plus, les traitements préconisés grèvent-ils les ménages et à quel niveau? D'accord. Alors, à ce collègue, hein, je voudrais tout simplement dire que le traitement des cancers, déjà, en matière de traitement, le traitement des cancers revient très cher. Le réseau qui est mis en place, c'est que ces cancers de l'enfant soient traités en Afrique par des Africains. C'est à ça que nous essayons de travailler. C'est pour ça que ce réseau est mis en place. Globalement, ces cancers-là que j'ai cités, je pense que la plupart des pays que nous sommes en CFA, donc si on raisonne en francs CFA, vous allez voir qu'un lymphome de Burkitt pris en charge ici en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement 6 à 7 millions de francs CFA. Vous voyez, une leucémie, ça revient beaucoup plus cher, c'est au moins 10 millions de francs CFA. Bon, après, peut-être on fera la conversion, parce que je raisonne un peu en francs CFA. Peut-être on pourra mettre en euros. Mais vous voyez que le traitement revient assez cher. Ça grève donc le pouvoir d'achat des ménages. C'est très difficile. Donc, les moyens qui sont mis en œuvre ici, aujourd'hui, ce sont les moyens qui sont encore au stade de ce qu'on appelle c'est la diffusion de l'information et la sensibilisation. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est surtout ce qu'on appelle la formation. Donc, on met surtout l'avant la formation des centres de proximité. Donc, dans la plupart des pays, on essaie de faire ce qu'on appelle la formation au diagnostic précoce. Donc, des équipes de spécialistes vont au-devant des médecins qui sont dans les centres périphériques pour donc leur donner des outils, des renseignements, des informations simples pour pouvoir permettre de voir ces cas, mettre en place un réseau local pour que ces enfants arrivent plus facilement dans des centres référents et qu'ils soient donc diagnostiqués. Donc aujourd'hui, c'est à ce stade-là que nous sommes. Et comme vous avez pu le voir, parfois, les outils diagnostiques ne sont pas aussi compliqués. Les choses sont parfois accessibles pour certaines tumeurs. Donc, on peut... Allez-y, monsieur le docteur Razak, s'il y a un intervenant en ligne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup, professeur. Donc, je vais laisser cette fois-ci docteur Elombo pour poser sa question. Ok, merci beaucoup pour la parole. Merci aussi au professeur pour la brillante présentation. Moi, c'est docteur Elomba. Je vous capte à partir de la RDC à Butembo. J'ai des petites préoccupations. La première, c'est en fait par rapport aux facteurs génétiques auxquels le professeur a fait allusion, qui sont liés au cancer de l'enfant.
Je voudrais demander s'il n'y a pas d'éléments cliniques qui peuvent orienter le médecin pour suspecter une origine génétique d'un cancer chez l'enfant, surtout que nous travaillons dans des milieux où il n'y a pas assez de moyens de biologie moléculaire. Et toujours dans le même angle d'idée des facteurs génétiques, je ne sais pas si la transmission se fait sous quel mode. Est-ce que c'est récessif? Est-ce que c'est dominant? La deuxième préoccupation, c'est juste une petite curiosité Oui. pour les enfants avec cancer qui sont déjà sous chimiothérapie. Je voudrais savoir si ces enfants sont autorisés à continuer avec leur calendrier vaccinal normal, comme les autres enfants. Merci. Merci, docteur Elomba. Alors, je vais répondre par la dernière question, qui est plus simple. Alors, lorsque l'enfant est déjà sous chimiothérapie, en général, on ne peut plus faire de vaccin, quel que soit le calendrier vaccinal, parce que la chimio va le mettre en immunodépression et parfois le vaccin même est dangereux. Vous voyez, donc un vaccin vivant peut être dangereux pour cet enfant. Donc, ce qu'on préconise, c'est qu'il faudrait absolument que l'enfant se mette à jour. S'il n'y a pas d'urgence, on le met à jour avant de démarrer la chimiothérapie. Donc, c'est 2 semaines après, il peut démarrer sa chimiothérapie lorsqu'il a fait ses vaccins. Mais s'il a commencé la chimiothérapie, il faut attendre un an après la fin du traitement pour pouvoir redémarrer, reprendre les vaccinations. Donc, parce que les produits sont très actifs et continuent donc d'agir. Et pour ce qui est de la génétique, alors, ce qui doit attirer l'attention, c'est que lorsque déjà la maman présente dans ses antécédents des fausses couches à répétition et autres, ou s'il y a eu un syndrome malformatif dans la famille, ou si l'enfant même présente lui-même un syndrome malformatif, ça peut être donc un élément qui va orienter les enfants à surveiller. Je prends un peu l'exemple très commun des enfants trisomiques. Nous connaissons tous les enfants trisomiques, c'est la trisomie 21. Alors, on a remarqué que ces enfants trisomiques-là ont une tendance à faire plus de cancer que les autres enfants. Donc, théoriquement, c'est des enfants à surveiller. Donc, dès le moment où ils vont présenter un syndrome tumoral, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire vraiment de prévention en tant que tel parce que la question revient souvent. De façon générale, quand on parle de prévention, c'est une prévention générale, elle n'est pas spécifique. Il faut que ces enfants-là, vous allez voir, il faut que si l'enfant est bien nourri, donc on combat bien la malnutrition. Si l'enfant est correctement vacciné contre les agents pathogènes, vous voyez, et si on essaie de faire la prévention primaire par rapport à l'environnement, donc les enfants ne doivent pas aller manipuler des substances potentiellement dangereuses, s'exposer, ainsi de suite. Si on fait attention, selon un certain nombre de principes de précaution, on peut arriver à réduire les choses. Mais c'est vraiment, ce ne sera pas assez spécifique pour certains types de cancers. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, en termes de génétique et cancer, il y a dans certaines situations, comme dans les syndromes, certains syndromes assez spécifiques, qu'on a une transmission, mais il faudrait retenir que les anomalies génétiques dont on parle là sont des anomalies parfois qui apparaissent, qui vont pas se transmettre d'une génération à une autre. Comme on parlera de drépanocytose ou de certaines maladies, hémophilie et autres. Ouais, donc, il y a un gène qui peut porter une anomalie. Parfois, c'est une anomalie de nouveau qui apparaît. Et pour sous certaines, il y a un certain nombre de principes, donc de facteurs qui vont donc entourer cela, qui vont à un moment donné exprimer donc, la maladie. Et donc, ce n'est pas vraiment la transmission génétique des maladies génétiques qu'on voit. Il y a certaines prédispositions génétiques qui font que certaines familles auront une tendance à faire certains types de cancers. Donc, globalement, pour faire un peu plus simple, ce qu'on recommande, c'est qu'on fait attention dès le moment où l'enfant a un syndrome malformatif. Peut-être que ce syndrome malformatif-là, cette malformation qu'il présente, est soutenue elle-même par une anomalie génétique qui peut le prédisposer plus tard à faire un cancer. Mais il faudra être vigilant un peu là-dessus. Et si jamais la maman a fait déjà beaucoup de fausses couches ou qu'il y a eu d'autres enfants qui ont eu des problèmes malformatifs, il faudrait parfois faire. Ce n'est pas toujours le cas, mais il faudrait que ça attire l'attention. Et malheureusement, les tests génétiques sont assez coûteux, même chez nous ici. Faire un karyotype et autres, ça coûte cher. Donc, ce n'est pas des choses que nous faisons assez couramment, assez régulièrement. Donc, c'est tout ça qui nous handicape, qui font que on ne peut pas faire de véritable prévention. Et même lorsqu'on va dans les pays beaucoup plus riches, c'est des choses qui ne sont pas toujours faites. On n'arrive pas de façon globale à faire de la prévention de ces cancers-là.
On connaît quelques facteurs de risque qu'on peut essayer de réduire ou éviter, mais il faut toujours aller vers le diagnostic le plus précoce possible. C'est un peu ça l'enjeu de notre combat.